Bonjour, je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'être parmi vous et d'intervenir ce soir ici. Je vais vous rassurer, j'ai une horloge extrêmement fiable, donc je vais prévenir les choses correctement. Et puis, je vais essayer de ne pas être soporifique. Donc, je me suis donné deux contraintes, le temps et l'occupation du temps. Ce que je voudrais vous livrer maintenant, c'est quelque chose qui est issu, en fait, d'un travail depuis maintenant plus d'une dizaine d'années auprès d'étudiants. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont là, dans la salle. Donc, des cours que je pouvais donner, soit ici, dans cet amphi, soit à quelques pas d'ici, dans les locaux universitaires. Des cours dans lesquels on essaye d'éclairer la pratique médicale avec des outils particuliers qui sont ceux des sciences humaines et sociales, que ce soit ceux de la philosophie, de l'anthropologie, de l'histoire, de la sociologie. Alors, je vais vous donner une perspective très particulière, un peu provocatrice peut-être, sur le diagnostic précoce et sur le dépistage. Je ne vais pas distinguer d'ailleurs les deux, ça nous amènerait trop loin, on n'en a pas le temps maintenant. De quoi s'agit-il? Quand on parle de dépistage ou de diagnostic précoce, on parle d'anticiper, de prévenir un risque avant qu'il ne se concrétise, de l'identifier précocement et donc de nommer ce que les sociologues appellent « ne criez pas tout de suite », c'est un terme qui date des années 50, qui a été inventé par des Américains, une déviance. La maladie étant une déviance, ça signifie que la maladie est un désordre biologique bien sûr, mais aussi un désordre humain, un désordre social qui va être problématique, socialement, biologiquement, psychologiquement. Donc, l'enjeu du dépistage et du diagnostic précoce, c'est de réussir à faire exister cette déviance, si on l'admet comme telle, le plus tôt possible. Je précise que ce terme n'a rien de péjoratif. Il est purement analytique. Il signifie simplement, ce désordre, que l'individu n'est plus en capacité de vivre une vie socialement considérée comme normale. Mettez tous les guillemets que vous voulez. Il ne peut plus réaliser les activités ordinaires qu'il réalisait quand il n'était pas malade. La maladie d'Alzheimer, je crois qu'il n'est pas nécessaire d'insister là-dessus. Elle est emblématique sur ce terrain-là, et elle ne pose aucun problème dans cette catégorisation de la maladie comme déviance. Alors pourquoi j'ai commencé en parlant des étudiants? Parce qu'à chaque fois qu'on est évoqué dans des groupes de travail avec les étudiants la question du diagnostic précoce ou du dépistage, la réaction du groupe fusait de façon quasi automatique, c'est « il faut diagnostiquer, il faut dépister ». Il y avait deux termes qui étaient, je dirais, validés comme ça, comme un préalable. C'était une exhortation, un devoir, je dois, en ma qualité de futur médecin, je dois faire, et c'est bien. Ces questions-là, ça ne pouvait pas être mis en cause. Donc je me suis rendu compte progressivement qu'il fallait au moins mettre au travail ces notions pour se dire, bah oui, peut-être c'est le bien, peut-être je dois le faire, mais au moins mettons-le à l'objet de la réflexion. Je vais essayer de dégager mon point de vue à partir de 5 idées, assez simples en fait, qui sont à quelle catégorie tout ça appartient, comment on classe ces notions de précocité dans le diagnostic, l'idée de traitement, la question du temps, celle de l'extension du domaine de la maladie et celle des acteurs. 2 minutes pour chaque, ne vous inquiétez pas. Le dépistage est habituellement considéré comme relevant de la prévention secondaire. C'est comme ça qu'on le présente dans les manuels de santé publique. Ça vise, alors que la prévention primaire vise à limiter l'incidence d'une infection, à éviter le traitement, le dépistage vise à établir un diagnostic permettant un traitement précoce. On va espérer être plus efficace, voire plus efficient. Dans ce sens-là, on va très facilement, presque naturellement, avoir tendance à penser le dépistage du côté de la prévention. En fait, il est assez facile de démontrer que le dépistage ne relève pas de la prévention au sens propre, c'est-à-dire ne vise pas à traiter moins en traitant plus tôt. C'est au contraire une action qui vise à traiter plus d'individus, des catégories plus larges, parce qu'on les aura mieux diagnostiqués, et traiter plus précocement dans le temps, ce qui revient aussi à traiter plus. Ce n'est pas un problème en tant que tel, c'est une question de savoir à quelle catégorie on appartient.
prévoir pour traiter, pas prévoir comme ça pour le seul but de prévoir. Je lis la rétrospective qu'a fait les recommandations données par Prescrire il y a quelques jours, mais qui retrouve ce qu'on peut retrouver partout ailleurs. Reconnaître qu'une personne âgée est atteinte de démence n'est utile que quand ce diagnostic conduit à des mesures permettant de modifier l'évolution ou de mettre en place des actions d'accompagnement. Dossier 2014, reconnaître les personnes âgées atteintes de démence. Ça, c'est la doctrine classique du dépistage. Une doctrine, à mon sens, sage, éminemment sage, qui est mise avant dans les manuels dans lesquels on explique pourquoi et comment on doit faire un dépistage. Il ne sert à rien de prévoir ce dont on ne pourra rien faire. Il n'est pas utile de savoir très tôt des choses qui ne nous seront finalement d'aucune aide pour l'action. Donc prédire, c'est pour agir. Sur ce point, l'histoire du dépistage de la maladie d'Alzheimer est particulièrement éloquente. Les quelques années que nous venons de vivre nous ont montré comment des molécules utilisées en traitement ont ouvert la porte non seulement à la nécessité, mais à l'urgence du diagnostic. Pourquoi faut-il traiter? Pourquoi faut-il diagnostiquer? Pourquoi faut-il dépister? Parce qu'on va pouvoir traiter. Si vous ne diagnostiquez pas, vous amenez à une perte de chance. Vous amenez à quelque chose d'injuste puisque vous n'allez pas traiter. On sait aujourd'hui, et les choses sont tout à fait claires de ce point de vue-là aujourd'hui, toutes les autorités de santé le montrent, que l'effet des molécules est, disons, pour le moins relatif. Il n'en reste pas moins que le mécanisme qui est posé par grand 1 nécessité du dépistage parce que grand 2 intérêt du traitement reste valable une fois qu'on enlève le traitement. Je n'ai malheureusement pas mes obligations universitaires auprès d'étudiants m'empêcher d'être là ce matin, mais j'ai vu que Jacques Touchon ce matin tenait un propos dans lequel on, si j'ai compris, portait le hiatus entre, je dirais, les évolutions en termes de diagnostic extrêmement fortes et puis les difficultés thérapeutiques, les échecs thérapeutiques sur ces questions. Donc, ce que je vous montrer historiquement, c'est qu'on est passé d'un moment dans lequel on a légitimé le dépistage par l'action, et que quand cette action-là n'existe plus, alors on va continuer à dire qu'il est nécessaire, mais cette fois-ci pour d'autres raisons. La question du temps, troisième thème. L'histoire, peut-être ce qui montre le mieux ça, c'est évidemment l'histoire du cancer au XXe siècle. Et c'est difficile de s'attaquer à ces questions aussi rapidement. Patrice Pinel en particulier a montré comment la lutte contre le cancer s'organise dans les années 20 autour de messages de santé publique. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, on appelait ça propagande, parce que c'était les mots de l'époque, mais ça n'a rien de problématique, qui appuie la capacité de traitement sur le diagnostic précoce, avec l'affirmation. Et on a plein d'affiches qui attestent de ça. Au département de sciences humaines, ici, à quelques pas d'ici, les murs sont remplis d'affiches historiques qui attestent de ces éléments. On dit, si on agit assez tôt, alors on va traiter à coup sûr. On sait très bien que l'histoire du cancer et 80 ans d'histoire du cancer nous montrent que c'est parfois vrai et parfois faux. Heureusement, c'est parfois vrai et on s'en réjouit tous. Mais dans un grand nombre de cas, ce n'est pas vrai quand même. Donc, c'est l'idée qui est profondément ancrée, c'est pour ça que je suis parti du point de vue des étudiants, que la précocité du diagnostic est toujours un gage de meilleure efficacité. Parce qu'on serait précoce, on serait efficace. Évidemment, l'exemple qui vient tout de suite à l'esprit quand on traite de ces questions, c'est, puisqu'on est dans le cadre ici des maladies neurodégénératives, c'est la maladie de Huntington. Oui, on peut dire, on peut diagnostiquer, bien sûr. À quoi ça va nous servir? À rien. En tout cas, dans l'état actuel des savoirs. Ça ne veut pas dire que ça servira toujours à rien. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on est bien obligé de le penser aujourd'hui. Donc ça, c'est cette question du temps, c'est-à-dire cette mise en question de plus précoce égale toujours mieux. Quatrième point, l'extension du domaine, j'ose pas dire de la lutte, mais c'est ça, l'extension du domaine de la maladie. Jacques Bringer a dit tout à l'heure, en citant Proust, la médecine, c'est l'art de prolonger les maladies. Oui, c'est effectivement exactement ça. Le cœur même de la catégorie diagnostic précoce consiste à faire exister l'affection avant l'apparition de manifestations perceptibles.
non seulement avant que les individus profanes ne soient en mesure d'identifier un problème, les symptômes, mais également avant que les professionnels puissent même repérer parfois des manifestations cliniques ou paracliniques. On sait bien, là non plus je ne pourrais pas développer ça, qu'on procède toujours à partir de marqueurs, quelles que soient les formes qu'on a sur ces marqueurs qui ne sont pas les mêmes selon les différents types de pathologies. On procède à partir de tests également, et que ces tests n'ont jamais un caractère de totale fiabilité. Il ne s'agit pas de le reprocher aux tests. Les tests, ils essayent de remplir les fonctions qu'on leur demande, mais ils ne sont pas absolument fiables. C'est le cas aussi dans l'Alzheimer, chacun le sait, du MMS en particulier. Les marqueurs ne sont pas l'affection. Les marqueurs ne sont pas la maladie. Les marqueurs sont par définition ce qui marque la possibilité d'avènement d'une maladie. Ce n'est pas la même chose. Alors probablement le cas le plus typique sur toutes ces questions et le plus controversé, qui a fait couler le plus d'encre et qui a donné lieu au plus de grandes études et de méta-analyses, encore il y a quelques mois, c'est celui du dépistage du cancer de la prostate par le PSA. Alors, est-ce que c'est toujours bien ? Aujourd'hui, en tout cas, la santé publique répond non. La santé publique répond non, les urologues répondent oui. En tout cas, depuis 10 ans, c'est comme ça que les choses se passent à peu près. Alors, ce que je cherche à faire là, c'est à vous montrer qu'il n'y a pas une unanimité sur ces questions. Et que même, il faut qu'il n'y ait pas unanimité, et c'est là qu'il me semble qu'on arrive à la question éthique. L'éthique, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas un espèce de creuset dans lequel tout le monde peut se dire nous sommes tous d'accord, puisque bien évidemment nous sommes tous pour la santé et contre la mort, pour accompagner les malades plutôt que les laisser sur le bord de la route, ça va de soi. Mais tant qu'on dit ça, il n'y a pas besoin d'éthique. Il y a besoin d'éthique à partir du moment où on constate qu'il y a des désaccords, qu'il y a des controverses, qu'on ne pense pas tous de la même manière, et que selon la place qu'on occupe dans un champ, c'est là que je finis par mon cœur de métier, si vous voulez, selon la place sociale qu'on occupe, on va avoir une perspective différente. Pour le cas qui nous intéresse ici, on pourrait le résumer très simplement. Les chercheurs, et les 4 jours qu'on vient de passer, je crois, en attestent aussi, les chercheurs cherchent, excusez-moi, ce truisme, ils font avancer la science au sens de, ils produisent de la connaissance, ils produisent du savoir, et c'est bien ce qu'on leur demande. Donc il n'y a pas lieu là-dessus de poser des critiques qui seraient, je dirais, inappropriées. Qui ne pourrait souscrire à une telle entreprise ? Personne ici, et surtout pas moi. Ils remplissent la fonction qui est la leur. Les spécialistes, qui sont, pour une part, pas tous, qui appartiennent aussi à la catégorie des chercheurs, pour certains, d'autres non, ont des buts qui peuvent se référer à ceux des chercheurs quand ils en sont, mais globalement, ils visent à mieux comprendre la maladie, ses causes, ses évolutions, donc à avoir des catégories qui leur permettent de penser conceptuellement, intellectuellement, le mieux possible cette catégorie-là, que ce soit Alzheimer ou que ce soit d'autres pathologies. Les médecins généralistes, arrêtons-nous une seconde là-dessus. C'est pas seulement parce qu'il y avait des réunions à côté, il y a une grande densité de médecins généralistes dans la pièce à côté. Leur position sur ces questions-là est assez complexe. On a pu voir, d'ailleurs, publiquement, comment ils se trouvaient dans des positions inconfortables. Sommés de diagnostiquer, ils ne se sentent pas très à l'aise et le font parfois savoir. Si le Conseil national des généralistes enseignants français, c'était en 2011, puis en 2012, clairement prononcé contre le dépistage de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées, et il met en 2012 en cause, très directement, les recommandations de la Haute Autorité de Santé, en demandant, je cite, des preuves plus robustes sur le bénéfice de la prise en charge des patients à chaque stade de leur maladie, en particulier au stade précoce. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ont raison ou que les autres auraient tort, ou l'inverse. Je suis en train simplement d'essayer de montrer extrêmement rapidement qu'ils ont des places différentes et que c'est bien normal. Les familles, les proches, eux, demandent de l'aide. Les effets de la maladie constituent justement un tel désordre, une telle force de désorientation,
que la demande d'aide est considérable et qu'elle va prendre toutes les voies. Il faudrait très longtemps pour le développer ici. Je laisse de côté ici, par manque de temps, des secteurs qui sont non moins utiles à prendre en compte pour comprendre la construction de la maladie dans un champ social, que sont les financeurs, qui vont jouer un rôle aussi extrêmement important. Et je veux conclure simplement en affirmant l'urgence de reconnaître que les perspectives de ces différents acteurs sont divergentes. Que faire éthique, c'est sûrement pas faire comme si tout cela allait dans le même sens, c'est au contraire admettre que la réalité sociale, humaine, est multiple. Et que seule la discussion, parfois un peu armée, parfois virulente, avec ses controverses, ses oppositions, ses conflits, peut être fructueuse. Merci.